Beaucoup de géopolitique, des incidents d'avion inhabituels, un accident tragique et de nombreuses actualités marquantes de l'industrie. Voici le nouveau récap mensuel de l'actualité aéronautique. Et le mois d'octobre a été plutôt chargé pour une partie de notre industrie. Commençons par un peu de géopolitique, un sujet déjà largement abordé dans l'actualité récente. Mais il y a eu une histoire au début du mois d'octobre impliquant les États-Unis et la Chine qui méritait probablement plus d'attention, même vue d'ici en Europe. Le 9 octobre, le président américain a annoncé vouloir interdire aux compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie lors de vols commerciaux vers ou depuis les États-Unis. C'était inclus dans un échange commercial plus vaste entre la Chine et les États-Unis. Cela faisait notamment suite au projet de la Chine d'imposer des contrôles sur les terres rares, essentielles pour produire avions, voitures électriques et équipements électroniques civils et militaires. Mais quel serait l'intérêt d'interdire aux compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie lorsqu'elles se rendent aux États-Unis? Depuis la guerre Russie-Ukraine et les sanctions de 2022, les compagnies aériennes russes ne peuvent plus survoler la majorité de l'Europe et des Amériques. Les compagnies aériennes occidentales ne peuvent donc pas survoler la Russie. Comme je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes sur cette chaîne, cette situation a créé un avantage déloyal pour les compagnies aériennes qui peuvent encore survoler la Russie, comme celles des pays du Golfe, Turquie, Inde et Chine. Ces compagnies aériennes peuvent voler vers et depuis les États-Unis et l'Europe sans utiliser de routes qui les obligent à contourner l'espace aérien russe. Cela leur permet de voler plus vite et de consommer moins de carburant. Cet avantage a rendu non rentable pour de nombreuses compagnies aériennes occidentales de continuer à desservir la Chine, car elles ne peuvent rivaliser avec leurs homologues chinois. Évidemment, interdire aux compagnies aériennes chinoises de survoler la Russie vers ou depuis les États-Unis rétablirait aussitôt cet équilibre. Sans surprise, les compagnies aériennes chinoises ont vite réagi. Beaucoup d'entre elles ont écrit au département des Transports des États-Unis affirmant que ces mesures ajouteraient 2 à 3 heures de temps de vol à leur trajet. Elles ont également déclaré que si un tel changement devait être effectué maintenant, près de 2800 passagers ayant réservé pour les 2 derniers mois de 2025 devront sans doute réserver à nouveau leur vol pour garantir leur correspondance. Ces arguments pourraient ne pas être aussi efficaces que les compagnies aériennes chinoises l'espèrent. Parce qu'ils sont exactement ce que les compagnies aériennes américaines disent à propos du fait d'être effectivement exclues de la Chine en raison de la fermeture de l'espace aérien russe. Et c'est aussi pourquoi les groupes de commerce représentant les compagnies aériennes américaines soutiennent cette mesure. Fait intéressant, les compagnies aériennes européennes la soutiennent aussi. Si vous regardez la carte, vous verrez que les compagnies aériennes européennes qui souhaitent se rendre en Chine doivent effectuer des déviations de route encore plus importantes que celles auxquelles sont confrontées les compagnies aériennes américaines. Ainsi, les présidents directeurs généraux d'Air France et de Lufthansa ont également soutenu la proposition américaine, affirmant que la situation actuelle équivaut en fait à un cadeau fait aux compagnies aériennes chinoises. Pour l'instant, les autorités européennes ne semblent pas prévoir de mesures similaires. C'est donc une affaire à suivre de près. Ensuite, nous allons parler de quelques incidents d'aviation, dont le premier a malheureusement entraîné des pertes humaines. Cela s'est produit sur le vol Emirates 9788, un vol cargo effectué avec un Boeing 747 cargo en location avec équipage exploité par la compagnie turque Air ACT. Ce vol a décollé normalement de Dubaï à destination de l'aéroport international de Hong Kong où son équipage a ensuite reçu l'autorisation d'atterrir sur la piste 07 gauche et a atterri à 0353 du matin, heure locale. Au moment de l'enregistrement, aucune explication officielle n'a été donnée sur la suite des événements. Mais peu de temps après l'atterrissage de l'avion, les données GPS montrent qu'il a dévié de l'axe central vers la gauche alors qu'il roulait encore à grande vitesse. Tragiquement, après avoir quitté la piste, l'avion a traversé une voie d'accès où 2 employés de l'aéroport étaient par hasard dans leur voiture de patrouille. Le 747 a percuté ce véhicule et l'a entraîné avec lui alors qu'il plongeait dans la mer juste après la route. Il s'est retrouvé partiellement submergé après s'être arrêté avec de lourds dégâts au fuselage, mais les 4 membres d'équipage ont vite été secourus.
Malheureusement, les deux employés de l'aéroport, âgés de 30 et 41 ans, sont morts dans l'accident. Leur véhicule a été retrouvé submergé à 7 mètres de profondeur. L'autorité d'enquête sur les accidents aériens de Hong Kong enquête sur cet accident, aidée par d'autres organismes comme le National Transportation Safety Board, et il ne s'agit que du deuxième accident mortel survenu dans cet aéroport depuis son ouverture en 1998. Maintenant, l'histoire suivante concerne également un incident aérien, sans aucune victime mortelle, mais avec au moins une personne blessée. Le 16 octobre, un Boeing 737 MAX de United Airlines, assurant le vol 1093 de Denver à Los Angeles, a soudainement heurté un objet alors qu'il volait tranquillement à 36 000 pieds. L'incident a eu lieu 40 minutes après le début du vol. Et au début, du moins, de nombreux rapports dans les médias ont suggéré que le responsable pouvait être soit une sorte de météorite, soit même un débris spatial. Puisqu'il est presque inédit de rencontrer des oiseaux à cette altitude. Quoi que ce fût, les photos montraient que l'objet avait brisé la vitre extérieure du pare-brise du côté du copilote, ainsi que la vitre intérieure. Et de nombreux éclats ont également touché l'équipage, une photo montrant le bras droit du commandant de bord couvert de vilaines coupures. L'équipage a rapidement amorcé une descente, puis a dérouté vers Salt Lake City, où ils ont atterri en sécurité sur la piste 16 gauche, environ 45 minutes après avoir percuté cet objet mystérieux. Mais qu'ont-ils réellement percuté? Eh bien, ma supposition personnelle que j'ai partagée avec mes abonnés Patreon lors d'un appel Zoom était qu'il s'agissait probablement d'un ballon météorologique. Mais à ma connaissance, la première personne à avoir deviné le coupable précis était Scott Manley. Sur X, il s'est avéré que c'était bien un ballon météorologique, mais d'un type assez inhabituel. Vous voyez, la plupart de ces types de ballons sont lâchés puis montent plus ou moins verticalement jusqu'à éclater, puis retombent ensuite. Il semble toutefois que l'équipage United ait percuté un ballon météo Windborne Systems, et ceux-ci montent et descendent plusieurs fois, parfois restant en l'air pendant plus d'un mois, ce qui les rend bien plus utiles dans leur mission. Malheureusement, comme cet incident le montre clairement, cela peut rendre leur position un peu plus difficile à prévoir, même s'ils transmettent en réalité leur position en continu. Maintenant, ces sondes pèsent environ 2,4 livres, soit un peu plus d'1 kilo, et elles deviennent plus légères au fil du temps, lorsqu'elles larguent leur lest, qui est du sable. Maintenant, Windborne a rapidement confirmé qu'ils pensent également qu'un de leurs ballons a été impliqué dans cet événement. Et dans un communiqué ultérieur, ils ont déclaré qu'ils travaillent en collaboration avec la FAA et le NTSB pour enquêter sur l'incident. Et ils ont également immédiatement reprogrammé leur ballon pour qu'ils ne passent pas beaucoup de temps aux altitudes de croisière des avions entre 30 et 40 000 pieds. Ils travaillent également, selon les informations, sur des plans pour permettre aux ballons d'éviter de manière autonome les avions, vraisemblablement en utilisant les données ADS-B. Quoi qu'il en soit, l'équipage de United n'a pas été gravement blessé et l'avion est vite remis en service. Mais ce que je trouve vraiment incroyable dans cette histoire, c'est que malgré les vitres brisées des deux côtés du pare-brise, la vitre centrale a tenu bon et l'avion est resté pressurisé. La construction laminée de la fenêtre a donc bien rempli son rôle, ce qui est rassurant pour nous pilotes. Mais c'est la manière dont les enquêteurs ont communiqué ces conclusions provisoires qui a suscité de vives réactions de nombreux côtés. Et cela nous amène en fait à un point vraiment important, car la façon dont une information est rapportée peut susciter des réactions très différentes. Notre prochaine histoire porte sur un événement survenu fin septembre, trop tard pour figurer dans notre dernier récapitulatif mensuel. Le Wall Street Journal a rapporté que Boeing a désormais commencé à travailler sur un nouveau modèle d'avion pour remplacer le 737 MAX. Et, selon cet article, malgré les plans précédents pour des conceptions plus atypiques, ce remplaçant du 737 sera un avion à fuselage étroit. Donc, très similaire en architecture aux avions courts et moyens courriers que nous connaissons tous aujourd'hui. Maintenant, c'est déjà un peu intéressant en soi, car des rapports précédents indiquaient que Boeing explorait des idées un peu plus exotiques, comme la conception d'ailes à poussée transsoniques qu'il développait auparavant avec la National Aeronautics and Space Administration. Le Wall Street Journal avait aussi des informations intéressantes sur les moteurs.
Le président directeur général de Boeing, Kelly Ortberg, se serait récemment rendu au Royaume-Uni pour visiter l'usine de Rolls-Royce à Derby et s'est entretenu avec le président directeur général de Rolls-Royce, Tufan Ergin-Bilgic, à propos des moteurs pour un avion monocouloir. Cela s'est en fait produit en février dernier, mais cela n'était pas connu jusqu'à présent. Pour tout nouvel avion monocouloir, ou en réalité pour tout nouvel avion de ligne, pour être pertinent, il doit être nettement plus efficace que son prédécesseur, au moins de l'ordre de 15 à 20%. Maintenant, Rolls-Royce affirme que son UltraFan sera au moins 10% plus efficace que les moteurs d'avions monocouloirs actuels. L'efficacité totale pourrait augmenter jusqu'à 20% si elle est associée à des améliorations des concepteurs de cellules, comme des matériaux composites légers ou de nouvelles ailes. Nous savions déjà que Rolls-Royce développait un nouveau prototype UltraFan, cette fois adapté à un avion monocouloir. Et avec ces nouvelles, il semble qu'il pourrait enfin avoir trouvé un client pour celui-ci. Ou bien est-ce vraiment le cas? Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord sur le caractère prometteur ou la nouveauté de cette annonce. Scott Hamilton, dans Leham News, estime qu'il est impensable que Boeing ne prépare pas un projet pour remplacer le 737, mais cela ne signifie pas pour autant qu'un lancement de programme est imminent. Effectivement, des commentaires récents de Boeing et d'Airbus ont confirmé qu'aucun des deux n'envisage de lancer quelque chose de nouveau pour l'instant. Ils ont tous les deux d'importants carnets de commandes d'avions à gérer et Boeing doit encore certifier 7 variantes du 737 MAX, mais ils gardent évidemment tous les deux un œil sur les types de technologies disponibles, au cas où ils travailleraient effectivement sur quelque chose. Scott Hamilton a également souligné que Boeing et Rolls-Royce ont de nombreux autres projets à discuter au-delà du futur, remplaçant du 737, mais je vais probablement examiner cela un peu plus en détail dans une vidéo séparée, alors restez à l'écoute. Malgré leurs problèmes, Boeing a reçu en octobre une nouvelle qui devrait vraiment les réjouir. Ils ont désormais l'approbation de la FAA pour produire 42 737 MAX par mois contre 38 avions auparavant. Cette limite avait été fixée après le scandale du bouchon de porte d'Alaska Airlines en janvier 2024, et dépasser cette limite en toute sécurité est devenu un objectif clé pour Boeing depuis lors. Comme je l'ai déjà mentionné, Boeing a adopté une approche très mesurée pour relever cette limite en s'assurant d'abord que leurs fournisseurs étaient prêts plusieurs mois à l'avance. Ils devaient prouver à la FAA qu'ils pouvaient maintenir ce rythme en toute sécurité, même avec des problèmes mineurs d'approvisionnement et de production. Et il semble maintenant qu'ils ont coché avec succès toutes ces cases de la FAA. Certains clients de Boeing, comme Ryanair, ont déclaré qu'ils s'attendent à ce que Boeing obtienne les autorisations pour produire jusqu'à 48 737 MAX par mois d'ici avril 2026, si tout se passe bien. Et je suppose qu'à terme, si Boeing continue de s'améliorer à la satisfaction de la FAA, cette limite de production sera probablement complètement supprimée. En septembre, Boeing a livré 55 appareils contre 33 en septembre 2024. La production de cette année a été impactée par la grève des travailleurs de 2024. Les 55 livraisons de septembre ont coïncidé avec l'écoulement par Boeing de ses derniers 737 MAX stockés dans le désert. Désormais, tous les avions livrés seront entièrement neufs, fraîchement sortis d'usine. Et en parlant de grève, au moment où nous enregistrons cette vidéo, la grève de cette année des employés du secteur défense de Boeing est toujours en cours. Les 3200 employés des installations de Boeing à Saint-Louis, qui fabriquent principalement des avions de chasse et des munitions, sont en grève depuis le 4 août. Une médiation entre les deux parties est en cours, mais cela pourrait encore prendre beaucoup de temps à résoudre. Et il y a maintenant également des informations selon lesquelles la grève affecte le calendrier de livraison des nouveaux avions de chasse F-15EX à l'US Air Force. Mais pour notre prochain sujet, nous allons revenir à Airbus et un peu à la géopolitique, mais cette fois dans une version très discrète et diplomatique. Vous voyez, mercredi 22 octobre, Airbus a inauguré sa deuxième chaîne d'assemblage finale, ou FAL, pour les avions Airbus A320neo dans l'usine de Tianjin en Chine. C'était un événement important, car augmenter la capacité d'assemblage est essentiel pour qu'Airbus atteigne ses ambitieux objectifs de production.
Mais on n'aurait pas dit que c'était une étape particulièrement importante en regardant la cérémonie d'inauguration. Reuters a souligné que lorsque Airbus a ouvert sa première chaîne à Tianjin il y a 15 ans, 600 invités étaient présents lors d'une somptueuse cérémonie internationale. Mais cette fois, aucun média étranger n'a même été autorisé à assister à l'événement. Alors, pourquoi cela? Eh bien, cela pourrait avoir un lien avec le fait qu'un peu plus d'une semaine auparavant, Airbus avait inauguré une autre chaîne d'assemblage finale, leur deuxième pour l'Airbus A320neo à Mobile, en Alabama, aux États-Unis. Avec ces nouvelles chaînes d'assemblage finale ainsi que les rénovations de leurs chaînes d'assemblage existantes, Airbus disposera désormais de 10 chaînes d'assemblage finale dans le monde entier pour la famille Airbus A321neo. Cela leur permettra de produire 75 avions par mois d'ici 2027. Mais comme vous l'avez sans doute deviné, Airbus doit désormais naviguer entre les États-Unis et la Chine. Les sanctions et droits de douane restent au cœur de l'actualité. Airbus négocie actuellement, selon les informations, un contrat avec plusieurs compagnies aériennes chinoises pour jusqu'à 500 nouveaux avions. Au fait, Boeing est également en négociation pour un contrat potentiel de 500 avions avec la Chine, comme nous l'avons mentionné dans un précédent résumé de l'actualité d'ailleurs, et la géopolitique a également retardé ce dossier. Beaucoup de choses sont en jeu ici, et Airbus doit être très prudent dans la façon dont il traite ses clients compagnies aériennes, aussi bien aux États-Unis qu'en Chine, ainsi qu'avec les deux pays en général. Ensuite, je voudrais aborder la faillite d'une compagnie aérienne qui semble suivre un schéma assez étrange. Fin septembre, Play Airlines a cessé toutes ses opérations et a simultanément annulé tous ses vols. Et ils étaient basés en Islande, et ce n'était pas la première compagnie aérienne de là-bas à faire faillite récemment. L'idée derrière Play était assez simple. L'Islande est située environ à mi-chemin entre l'Europe continentale et l'Amérique du Nord. Et en plus de cela, le pays est également situé presque directement sous de nombreuses routes aériennes reliant l'Europe à l'Amérique. Une compagnie aérienne islandaise pourrait donc utiliser des avions monocouloirs pour relier les deux continents. Et avec les coûts d'exploitation plus faibles de ces avions, ils pourraient alors, en théorie, relier une variété de destinations à travers l'Atlantique avec des coûts d'exploitation inférieurs à ceux que les compagnies aériennes des États-Unis ou de l'Europe continentale pourraient jamais atteindre. Et en effet, environ 40% des clients de Play utilisaient en réalité l'Islande comme une escale et non comme leur point de départ ou leur destination finale. C'était donc une idée élégante, mais pas vraiment unique. D'autres compagnies aériennes ont tenté cela depuis l'Alaska pour relier les États-Unis à l'Asie. Et bien sûr, en utilisant Reykjavik en Islande comme hub, beaucoup de passagers pouvaient alors aussi profiter de l'escale pour passer un peu de temps sur place, ce qui stimulait l'économie du pays. Plutôt génial. Enfin, du moins, c'est ce que Play a voulu faire en tant que compagnie à bas coût. Et malheureusement, cela n'a pas fonctionné. La compagnie aérienne a commencé ses opérations en 2021, mais déjà en 2024, la situation a commencé à sembler un peu sombre. La compagnie aérienne a ensuite limité ses destinations américaines à 3, New York Stewart, Boston Logan et Baltimore Washington. Ils ont aussi supprimé plusieurs liaisons vers l'Europe du Nord pour se concentrer sur des destinations européennes plus ensoleillées au sud. Et peut-être plus inquiétant encore, la compagnie aérienne a également abandonné son certificat de transporteur aérien islandais, réimmatriculant ses avions sous un nouveau certificat de transporteur aérien à Malte. Plus tard, la compagnie a essayé de passer à un modèle d'affrètement avec équipage, louant 6 de ses 10 avions à d'autres compagnies aériennes. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. La compagnie aérienne, confrontée à des finances en baisse, a cessé ses activités le 29 septembre, entraînant la perte d'emploi de 400 employés, et en plus de cela, environ 1750 passagers ont été immédiatement affectés, avec 18 000 autres qui devaient voyager dans les jours suivants. Alors, pourquoi ont-ils échoué? Eh bien, pour être honnête, la réponse est que nous ne savons pas vraiment encore. Mais comme je l'ai dit plus tôt, cela semble faire partie d'un schéma. L'histoire de Play rappelle celle de WOW Air, transporteur low-cost islandais ambitieux, qui a échoué en 2019 dans des circonstances similaires. Les deux compagnies aériennes avaient aussi pris des décisions audacieuses pour leur flotte.
WOW exploitait des avions à fuselage étroit et large, compliquant sans doute ses opérations, tandis que Play ne prenait que des avions à fuselage étroit. Mais tous ces avions étaient des Airbus A320 Neo et A321 Neo récents, souvent loués plus cher. Et cela peut rendre la situation très difficile si la compagnie aérienne n'arrive pas à remplir ses avions toute l'année. Bien sûr, il reste beaucoup à dire ici, y compris la demande croissante pour les voyages en classe premium et les revenus que les compagnies aériennes en tirent, surtout sur les vols long courriers. Mais encore une fois, il y a rarement des réponses simples dans ce genre d'histoire et j'envisage d'approfondir un peu plus le sujet. Enfin, il faut aussi mentionner la fermeture du gouvernement américain que j'ai abordée dans une vidéo récente, donc je ne vais pas entrer dans les détails ici. Mais à l'heure où nous filmons, ce n'est toujours pas réglé. De nombreux travailleurs essentiels du contrôle aérien et de la Transportation Security Administration dans les aéroports restent sans salaire. Au total, 60 000 travailleurs liés à la sécurité aérienne sont concernés selon des rapports récents. Et oui, je sais que certains ont souligné dans les commentaires de ma dernière vidéo que ces travailleurs toucheront un rappel de salaire après ce désordre, comme cela s'est déjà produit. Mais cela ne change pas vraiment le fait que ces travailleurs ont probablement organisé leur vie autour de leur salaire mensuel. Donc, sauter simplement l'un de ces versements n'est pas vraiment anodin. Un autre souci avec la réception d'un gros arriéré de salaire est qu'il est souvent imposé dans une tranche plus élevée. Ainsi, ces travailleurs pourraient ne pas être entièrement indemnisés avant leur remboursement d'impôts l'an prochain. Il ne faut donc pas le prendre à la légère. Au moment où nous enregistrons ceci, ils ont maintenant passé 3 semaines à travailler sans être payés et beaucoup ont dû contracter des prêts coûteux pour payer leurs factures. Certains se déclarent également malades pour pouvoir travailler temporairement ailleurs. Pour eux et pour les employés non essentiels mis en congé sans solde. J'espère vraiment que cette affaire sera résolue rapidement. Comme je l'ai dit au début, il s'est passé beaucoup de choses ce mois-ci. Mais ai-je manqué une histoire que l'un d'entre vous pensait que j'aurais dû couvrir? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, si vous aimez ce genre de contenu, vous devriez aussi jeter un œil à mon podcast avec Ben sur la chaîne Captain Speaking, où nous analysons l'actualité du point de vue d'un pilote et répondons également à vos questions. Je suis Peter Hornfeld et vous regardez Mentor Now. Passez une excellente journée. À la prochaine. Au revoir.